bonsoir à tous, à toutes. Je me présente tout d'abord. Alors, je suis déjà très heureuse de vous accueillir sur ce webinaire lancé par l'Université de Caen sur la présentation des différents masters. Donc, moi, je suis Anne Quentin, je suis responsable de la mention Master MEF premier degré à l'INSPE de Caen. J'y enseigne depuis 2012, je suis didacticienne des sciences, donc des sciences de la vie et de la terre. J'interviens sur plusieurs masters aussi hors INSPE. Et dans mes spécificités, je suis en recherche doctorale à l'Université de Rouen sur l'éducation scientifique citoyenne au vivant, qui comprend une pluralité d'acteurs, les chercheurs, les enseignants et les élèves, dans des contextes hors mur, hors école, plutôt dans les tiers-lieux, comme les musées et les centres de sciences. Voilà, donc je vais commencer la présentation. J'ai un support diaporama que vous voyez sur le partage d'écran. J'espère que tout le monde le voit bien. Vous pouvez m'indiquer juste très bien, merci Audrey. Donc, je vais peut-être enlever ma caméra puisque là, vous m'avez tous vu. Et pour les flux, ça sera peut-être plus pratique. Et puis, je vous invite donc à écouter mes commentaires avec ce diaporama. Donc, ici, en premier lieu, la présentation est notre moment d'échange. Donc, il y aura 2 temps. Je vais vous présenter le diplôme des aspects sur le recrutement. Et ensuite, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations. Et ensuite, je prendrai vos questions, peut-être dans la barre de discussion, ou alors vous prendrez la parole avec votre micro. Voilà, si cela vous convient. Donc, premier point, vous avez tous en tête l'adresse du gouvernement, devenirenseignantgouvernement.fr, qui comprend beaucoup d'informations, notamment sur le concours, sur les carrières. Donc, je vous invite, il y a plein d'informations qui sont dans ce diaporama, qui sont issues de ce site. Sur le métier maintenant, il est vrai qu'il y a pas mal de croyances et d'idées reçues sur le fait que professeur des écoles, c'est facile, tout le monde sait ce que c'est, je sais ce que c'est, qu'il n'y a pas beaucoup de travail, qu'une fois le master et le concours en poche, eh bien, c'est pareil. Enseignant en maternelle, c'est quand même assez facile, plus facile qu'en cycle 2 ou en cycle 3. Donc, toutes ces croyances dans la société et que vous avez entendues, en réalité, on s'aperçoit que c'est vraiment différent si vous avez côtoyé des enseignants dans votre famille ou à l'extérieur. Et pour certains étudiants, c'est un peu difficile de découvrir la réalité du métier, des exigences autour de ce métier. Enseigner et se former à l'enseignement, c'est des activités complexes avec beaucoup de disciplines scolaires en jeu et de nombreux champs scientifiques dans les didactiques disciplinaires qui sont spécifiques, la pédagogie, la sociologie, la psychologie. Le diplôme s'est renforcé dans tous ces domaines. Cette formation, elle demande de la motivation, de la persévérance, de la curiosité. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà ça en vous, avec aussi une prise de recul, avec des capacités d'analyse. On attend de vous des capacités de synthèse et des prises de risque. Concernant donc ça c'est la réalité. Concernant la réforme de la formation des enseignants, vous savez qu'on est dans une réforme assez récente avec l'arrêté de 2019 et une première mise en œuvre avec le nouveau concours qui a eu lieu la première fois en mars 2022, l'année dernière. Ce concours, il arrive alors qu'auparavant, il était à la fin du Master 1. Donc, cette réforme de la formation, elle engage les personnes à se faire former au métier et aussi, parallèlement, à se préparer à ce concours. Il faut donc la validation d'un master et la certification de compétences. Cette nouvelle réforme a installé beaucoup plus de stages dans la formation, avec des stages obligatoires qui sont proposés par l'Éducation nationale
et géré aussi par l'INSPE. Donc, les étudiants sont organisés, ce qu'on appelle nous en 2 vagues, lundi, mardi ou jeudi, vendredi. Ils vont être à l'école avec du travail hors classe et sur les 2 autres jours, ils vont être à l'INSPE. Donc, les stages ont 2 appellations. Il y a le stage qui va commencer en S1, c'est donc le premier semestre, avec un stage SOPA, c'est un stage d'observation de pratique accompagnée qui est équivalent à peu près de 6 semaines. Et en semestre 2, semestre 3, vous allez poursuivre avec ce stage SOPA, équivalent 6 semaines au S2 et 6 semaines au S3, ou alors vous allez avoir la possibilité, donc ça c'est M1 et M2, où vous aurez aussi la possibilité d'être recruté, donc sous dossier, avec un contrat d'alternance en responsabilité, à partir, dans notre académie, et dans notre INSPE, à partir du S2 et sur le S3. Vous avez aussi à l'INSPE de Caen un parcours optionnel pour enseigner le français à l'étranger, avec des stages adaptés et une option prépa au CAPEFE, c'est le certificat d'aptitude de professorat d'enseigner d'éducation à la formation à l'étranger, d'enseignement du français à l'étranger. Donc, possibilité de séjour Erasmus, c'est Magali Janin à l'INSPE de Caen qui gère et qui peut vous renseigner. Vous voyez, je vous ai mis l'adresse Unicaen qui peut vous renseigner sur ces aspects-là de mobilité à l'étranger. Concernant les débouchés, on pense que c'est très peu. Bien sûr, ce qui domine, c'est donc de devenir professeur en école maternelle ou élémentaire, mais on peut être enseignant dans d'autres structures éducatives. Il y a professeur des écoles d'adaptation et d'intégration scolaire en section SECFA, en section d'éducation générale et professionnelle adaptée. Vous pouvez devenir aussi formateur didacticien, responsable pédagogique. Donc, il y a quand même des spécificités qu'on peut acquérir au cours de la carrière d'enseignant. Le devenir des diplômés, il y a ce QR code où vous pouvez le scanner et vous retrouverez les enquêtes de l'Unicaen qui concernent le devenir des différents masters et on peut retrouver des résultats. Là, je détaille pas ces enquêtes, ça existe. Alors, l'INSPE de Caen, nos sites de formation, il y a bien sûr le centre de Caen, mais donc il se trouve en haut de la route de la Délivrande à Caen, pour ceux qui connaissent Caen. Mais vous avez aussi 2 autres centres d'accueil qui sont à Alençon, dans l'Orne, très proche d'Alençon, donc l'adresse précise c'est à Damigny, et le site de Saint-Lô, dans la Manche, qui accueille aussi des étudiants. Donc, il s'agit de... Moi, je suis responsable pour justement veiller et être garante d'une équité sur ces 3 sites. C'est une maquette de formation avec des chances de réussite au concours équivalentes et une vie étudiante sur chacun des sites. Pour rappel, je vous donne, puisque suite à ce webinaire, vous souhaiterez peut-être venir me rencontrer ou rencontrer les équipes. Donc, on a des journées portes ouvertes très, très tôt qui arrivent. Là, sur Alençon et Saint-Lô, c'est le 28 janvier 2023. Et sur Caen, c'est le samedi 4 février 2023. Donc, vous pouvez retenir ces dates pour avoir plus d'informations qu'avec ce webinaire. Pendant que je vous présente les 3 sites, je vous donne aussi les capacités d'accueil. Donc, on prendra au total 200 étudiants, donc 100 sur Caen, 50 sur Alençon et 50 sur Saint-Lô. Maintenant, venons-en plus précisément justement sur ce recrutement. Les atouts pour que vous soyez recruté. On va demander dans les pièces du dossier une lettre de motivation. Donc, il faudra faire des liens avec le master. Nous donner aussi sous format PDF vos résultats de licence, L1, L2, L3. Bien notifier si vous avez fait des modules, peut-être parmi vous certains, de pré-professionnalisation, donc qui sont dans différentes filières, sciences, mathématiques, LVE, sciences de l'éducation également. Vous pouvez mettre aussi en avant vos stages en école.
vos mobilités à l'étranger, l'expérience professionnelle avec une composante d'enseignement si vous en avez une, et les expériences professionnelles de longue durée aussi. Pour votre candidature, alors c'est assez récent et je vous ai mis des extraits que nous avons eus tout récemment. Vous savez qu'il existait déjà un site qui s'appelait Trouver mon master. Et en lien avec ce site, vous allez avoir une plateforme qui va s'appeler monmaster.gouvernement.fr, qui va être en ligne dès le 1er février, avec un début des candidatures le 22 mars. Donc, notez bien ces deux dates-là. Comment va se faire la procédure pour cette candidature? Vous allez effectuer qu'un seul dépôt avec plusieurs vœux. Les vœux, il y en a jusqu'à 15 en master de formation classique et 15 en master de formation en alternance. Ça fait donc 30 vœux possibles. Donc, cette modalité nouvelle cette année, elle a plein de points positifs puisque vous allez faire qu'un seul dépôt. Je vais vous redonner le calendrier national qui est unique pour tous les masters. Et on voit dans ce calendrier qu'on a un résultat d'attribution qui sera avant l'été. Donc, pour organiser par la suite avec l'académie, c'est plus facile pour vos stages. Donc, ce résultat, pour vous, vous serez fixé avant les vacances, les grandes vacances. Les modalités pour 2023, sachez aussi, parce que vous allez candidater dans plusieurs INSPE en France, chaque INSPE va proposer des modalités qui lui sont propres pour affiner les candidatures. Donc, par exemple, pour notre INSPE à Caen, on va proposer un test en mathématiques qui sera à ajouter aux pièces du dossier. Donc, ce test, il faudra venir le passer, cette épreuve en présentiel, et ça sera sous la forme d'un QCM environ 1 heure. On a des INSPE, vous allez voir, et il faudra bien aussi... Alors, la date, elle vous sera donnée quand vous allez, dès le 22 mars, candidater. Pour l'instant, je n'ai pas encore la connaissance de la date de cette épreuve, mais sachez que dans d'autres INSPE, on va recruter avec un test peut-être plus de culture générale, mettant en avant plus le français ou les mathématiques. Ça, c'est à chaque INSPE, ça va être variable en fonction des INSPE. Pour le calendrier national, donc le voici, vous voyez que le 1er février, il y a la consultation des offres et à partir du 22 mars, vous allez faire le dépôt de vos candidatures. Nous, dans nos INSPE, du 24 au 16 juin, on va examiner vos dossiers et dès le 23 juin, vous aurez une réponse avec l'admission des candidats. Donc, vous voyez que ça va se faire très rapidement à partir du 23 juin. Je vais assez vite, vous n'hésitez pas à noter, puis ensuite je préfère prendre vos questions tout à la fin plutôt qu'au fur et à mesure. J'espère que ça vous convient. Le diplôme de master, donc on a en fin de compte un diplôme qui est structuré en unités d'enseignement et vous voyez sur l'écran, vous avez 5 unités, donc de l'UE1 jusqu'à l'UE5. L'UE1, on se concentre davantage sur les domaines d'intervention, les disciplines et les didactiques. Donc, on dit en fin de compte que c'est une entrée plutôt par les savoirs. Donc, vous avez dedans français, mathématiques, EPS, toutes les autres disciplines. Vous avez ensuite en l'UE2 une entrée par les praticiens. Et ici, vous allez travailler l'analyse de l'activité et de la pratique professionnelle. L'UE3 est une approche plutôt curriculaire et centrée sur les apprentissages avec une entrée par les publics, donc le public de la maternelle par exemple, mais les publics avec des besoins éducatifs particuliers, des contextes scolaires sur les établissements en particulier. Donc dedans, vous allez avoir des EC, puisque chaque UE est découpé en éléments constitutifs, ce sont des cours en fin de compte. Donc vous allez avoir des EC en psychologie, en éducation inclusive et aussi spécifiquement sur la maternelle. Ça vous permet de voir un petit peu le contenu de votre master. L'UE4, c'est une partie, je vais vous donner des pourcentages après, importante, c'est 10%, il me semble, ou 15%.
de la formation. C'est la formation à et par la recherche. Donc là, c'est l'entrée par la démarche de recherche. Donc vous avez, pour vous accompagner vers l'écriture d'un mémoire, vous avez des ateliers de recherche, des journées d'études, donc c'est très riche dans notre INSP, et vous avez aussi la mise en place de projets tutorés en mathématiques, en français et interdisciplinaires et numériques qui viennent s'ajouter aussi, qui sont rattachés à la recherche. Ensuite, il y a l'UE5 qu'on nomme parcours étudiant. Donc là, c'est l'entrée plutôt par votre projet, puisqu'il y a des modalités, il y a des choix, il y a des options. Des stages et puis les EC que vous aurez en langue vont être enregistrés dans cette UE5. Voilà, donc cette architecture, elle est commune pour, si jamais il y a des changements de parcours, elle est commune pour la mention second degré, pour l'encadrement éducatif, pour la formation pour l'éducation inclusive, la médiation culturelle et l'enseignement, et parcours mobilité et tourisme éducatif. Ça, ce sont d'autres masters qui font partie du MEF et qui sont ouverts à l'INSP de Caen. Donc, l'organisation du diplôme, les emplois du temps, les modalités permettent la délivrance d'un crédit de CTS et la validation de ces semestres et du diplôme. Donc, se découpe sur ces 5 unités. Il n'y a pas de compensation entre les unités, hein, il faut avoir chaque UE de manière indépendante. Et donc, je vous disais tout à l'heure que ces unités sont décomposées en EC, en éléments constitutifs. Donc, une architecture commune des semestres aussi pour faciliter les changements de parcours au sein des masters MEF. Donc, tous les masters vont être structurés en 4 semestres. Semestre 1, on est davantage centré sur l'entrée en pré-professionnalisation. Le semestre 2, c'est plutôt construire votre projet, alors que le semestre 3 va être plus détaillé, mettre la focale sur des contextes particuliers. Et ensuite, le S4, c'est proche de votre fin de diplôme. Donc, c'est la formalisation du projet de professionnalisation. Comment nous avons construit finalement la maquette à l'INSP de Caen? On a tenu compte bien sûr de la commande ministérielle qui est organisée en 6 blocs de compétences. Donc pour votre diplôme, qu'est-ce qu'on va regarder en termes d'acquisition de compétences? C'est petit 1, construire et assumer une éthique et des responsabilités professionnelles. Bloc 2 de compétences, c'est assurer le développement de l'analyse critique et de la prise de distance réflexive. Le bloc 3, c'est constituer les savoirs, concevoir, mettre en œuvre et évaluer au service de la réussite de tous les élèves. Compétence 4, c'est prendre en compte les contextes et les publics dans leur singularité pour ajuster son activité professionnelle. Ensuite, co-construire et coopérer pour les apprentissages et les parcours des élèves. Et enfin, communiquer en contexte professionnel. Donc, pour chacun des blocs, vous voyez, que je viens de citer, on a mis la correspondance avec les attendus au niveau des compétences de la mention premier degré. Ces attendus, vous les avez dans le cadrage national des masters MEF. Je les ai mis en tout petit, donc je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. En tout cas, il y a 3 grands domaines. Il y a l'enseignant acteur de la communauté éducative et du service public de l'éducation nationale. Vous avez ensuite l'enseignant polyvalent, efficace dans la transmission des savoirs fondamentaux et dans la construction des apprentissages. Et la partie C, c'est l'enseignant praticien réflexif, acteur de son développement professionnel. Donc, au niveau de chaque bloc, on a détaillé et on s'est posé la question, quelles compétences notre étudiant va-t-il travailler dans ce bloc-là en détail. Donc ça, on a ça pour tous les blocs. Ça, je vous ai juste donné un exemple. Caractérisation des paliers d'acquisition des compétences. En fin de compte, votre construction de compétences, on va l'évaluer et vous positionner sur ces paliers allant de 0 à 4 en regardant s'il y a 0, c'est pas de manifestation de la compétence, peu ou pas de traces,
Palier 1, on mesure que l'activité est questionnée et référenciée, mais elle n'est pas problématisée. Donc, palier 2, c'est là où ça devient plus intéressant, c'est que vous avez pris en charge la question, vous l'avez problématisée. Il y a des traces qui montrent cette problématisation, ce questionnement, et des analyses en référence avec des concepts et des cadres. Donc, à partir du palier 2, on va valider. Palier 3, donc l'expérience, elle est problématisée. Il y a une démarche qui est bien explicite, avec des traces aussi organisées, analysées, en référence à des concepts, des cadres mobilisés selon une méthodologie qui est bien explicite également. Le palier 4, c'est le palier maximum, avec une expérience problématisée, appréhendée dans une large complexité, des traces organisées, analysées, partagées à différentes échelles de compréhension temporelle, sociale et spatiale. Pour votre diplôme, vous allez être accompagné, donc c'est ce qu'on appelle le tutorat. Tous les étudiants sont suivis par une diversité, c'est très riche, d'acteurs de la formation. Les maîtres d'accueil temporaire qui ont un rôle aussi dans l'évaluation. Donc, à l'issue des stages, ils vont rendre compte de certaines compétences qu'ils ont pu évaluer chez vous. Et c'est eux qui vous encadrent sur le terrain, les maîtres d'accueil temporaire. Ensuite, vous avez aussi des tuteurs de l'éducation nationale, combinés avec certaines visites conjointes avec des tuteurs INSPE, qui sont des formateurs de l'INSPE, puis aussi des référents qui vont vous suivre peut-être moins de manière précise par rapport à l'analyse de l'activité, etc., mais qui vont vous permettre de répondre et d'échanger avec vous sur tout le cursus de la formation. Donc, cet accompagnement qui est au plus près de vos besoins vers votre autonomie, bien sûr, au fil des 18 semaines de stage, avec des temps d'échange sur le stage et la formation et des temps d'échange sur le parcours progressif, je vous disais, de l'étudiant, ses contraintes quand il est salarié, autres contraintes, puisqu'on a des cas particuliers. Donc, il y a moyen de faire un suivi d'études spécifiques pour certains étudiants. Alors, je reviens ici sur le cadrage contraint pour la formation. On a à peu près dans le contenu de votre formation 50% du temps de formation qui va aller vers l'étude du système éducatif, les valeurs de la République, droits, obligations de fonctionnaires, didactique du français et des mathématiques. Donc ça, c'est le plus gros bloc, 55%. Ensuite, vous avez 15% pour la recherche. Je vous parlais tout à l'heure du mémoire que vous allez faire en 3 semestres, du S1 au S3 avec une soutenance. Ça se passe en ce moment, les soutenances d'ailleurs à l'INSPE en ce moment, des mémoires en janvier, voilà, à la fin du S3. Vous avez 20% dédié à la polyvalence, aux autres disciplines, prise en compte aussi de l'hétérogénéité des élèves, avec les questions d'évaluation, différenciation, tout ça, ce sera pris dans les 20%. Et il reste 10% d'un contexte propre à l'INSPE. Chaque INSPE met dedans des spécificités, des innovations pédagogiques dans le contenu de son master. Vous avez aussi quelque chose d'important, c'est la préparation des épreuves au concours en français et mathématiques, donc il y a des épreuves blanches, et il y a aussi en S2, en M2, donc c'est plutôt S3, S4, le choix d'une dominante en fonction de, je vais vous reparler du CRPE, du concours, en fonction de l'écrit d'application que vous allez choisir. Donc vous avez 3 écrits, maths, français, voilà les épreuves. Et vous avez une 3e épreuve, je laisse les diapos à cheval, vous avez la 3e épreuve qui est l'épreuve écrite d'application, qui va porter soit sur un dossier de sciences et technologies, soit avec des questions, soit sur l'histoire-géographie, l'éducation morale et civique, soit sur les arts, l'éducation musicale et l'histoire de l'art. Donc vous allez faire un choix quand vous allez vous inscrire au concours pour vous diriger vers un écrit 3 sur un des 3 domaines. Donc regardez, on a des coef et équivalents, maths, français et pour cette épreuve d'application avec 3 heures d'épreuve. Donc cette année, c'est le 5 avril matin, vous avez les 3 épreuves
français d'abord, mathématiques et ensuite l'écrit 3. Concernant l'admission, donc là, c'est les écrits, ce sont les premières épreuves d'admissibilité. L'admission, vous avez une épreuve orale de leçon avec un COEF 4, donc une prépa de 2 heures et 30 minutes d'épreuve en français et 30 minutes de mathématiques à partir d'un dossier fourni par le jury. Donc, c'est une épreuve disciplinaire, didactique et pédagogique, alors que pour votre écrit, français-mathématiques, c'est exclusivement du disciplinaire. Vous avez ensuite une épreuve d'entretien avec un COEF 2 d'1h05, avec une première partie sur l'éducation physique et sportive et la psychologie du développement de l'enfant, 30 minutes, et une deuxième partie, 35 minutes, sur la présentation des expériences et du parcours du candidat, échange avec le jury, échange sur de mise en situation professionnelle. Dans ces épreuves-là, vous pouvez vous appuyer sur ce que vous avez fait avec votre mémoire de recherche. C'est généralement bien apprécié du jury pour valoriser ce que vous avez fait dans la partie recherche. Vous avez une épreuve facultative orale de langue qui est possible pour l'admission. Donc, la répartition des coefficients du CRPE, vous voyez que la totalité français-mathématiques fait 66%. Donc, ça reste quand même majoritaire, mais les épreuves aussi d'application pèsent aussi sur la réussite au concours. Voilà pour la réussite au concours. Une des particularités, alors j'aurais pu vous focaliser sur le mémoire, et là j'ai choisi plutôt le portfolio. Vous savez que dans vos formations professionnelles, de plus en plus, on demande aux étudiants de laisser une trace de comment il a pris en compte sa formation. Et bien souvent, c'est une trace numérique. Donc là, on a une plateforme Mahara où l'étudiant va organiser et va présenter sa formation autour d'une question problématique. Donc là, je vous cite Samuel Voisin, qui est le directeur adjoint à l'INSPECAN de la formation. Et en 2017, il était responsable comme moi là, de la mention enseignement primaire, premier degré. Et il nous disait donc que le portfolio doit pouvoir répondre à une question qui vous est adressée, à laquelle vous devez répondre en première personne. Comment je me suis professionnalisée? Premier point, et c'est autour de questions professionnelles spécifiques à l'étudiant. Donc, à travers ce portfolio, on va aussi mesurer les compétences, notamment les 6 blocs de compétences du Master MEF. Là, je ne vais pas vous les reciter. Et côté éducation nationale, on a aussi des attentes dans le référentiel de formation. Le professeur acteur de la communauté, je vous les ai déjà cités aussi tout à l'heure avec les attendus, le professeur polyvalent, professeur praticien. Donc, ces axes se déclinent par un certain nombre d'attendus. Pour le travail du portfolio, nous retenons prioritairement les attendus suivants. Donc, rendre compte de son travail aux acteurs concernés, mobiliser les ressources professionnelles, acquis de la recherche, les références institutionnelles, les orientations didactiques et pédagogiques sur le développement de l'enfant et la construction des apprentissages pour étayer son action. On va regarder aussi si vous êtes capable de mobiliser des savoirs de recherche pour analyser des aspects précis de son enseignement et leur impact sur les élèves. Ça, ce sera par exemple à travers votre mémoire qu'on pourra voir cette compétence-là. Savoir si vous exercez une veille à visée de formation et d'information en lien avec votre métier. L'étudiant doit exploiter les possibilités offertes par les outils et les environnements numériques pour actualiser ses connaissances et communiquer avec ses pairs. Savoir s'il exprime ses besoins de formation pour actualiser ses savoirs, conforter, faire évoluer sa pratique. Prendre en compte aussi les conseils et les recommandations qui lui sont donnés, auto-positionnement, entretien, par exemple à la suite des visites qu'on pourra vous faire avec les tuteurs EN et puis les acteurs côté éducation nationale. Donc pour résumer, le portfolio doit développer les compétences suivantes, être capable de rendre compte de son activité en stage ou en formation, et de mettre à disposition ces expériences sous des formats appropriés pour en faire des objets d'analyse, être capable de mobiliser à bon escient des concepts et des cadres théoriques de nature diverse
pour lire et comprendre les pratiques professionnelles d'éducation et d'enseignement-apprentissage pour les faire évoluer. Être capable, à partir de ces expériences singulières vécues en stage ou en formation, de réaliser un travail de décontextualisation visant une approche globale du métier de professeur des écoles, du spécifique des stages au générique du et sur le métier, être capable de se positionner dans le métier et de faire état du processus de professionnalisation à l'origine de ce ou de ces positionnements. Donc, bien qu'initié dans et par la formation, ce portfolio reste un outil vraiment personnel, de formation personnelle, d'agencement et finalement laissé à votre libre arbitre du moment qu'il permet de remplir la fonction qui est la sienne, c'est-à-dire en lien avec les compétences précisées que je vous ai résumées là ci-dessus. Ce qui était bien peut-être, c'est vous illustrer par exemple une soutenance de portfolio. Donc en voici une assez récente d'une année 2021-22. Vous voyez que l'étudiant a présenté avec un sommaire les 3 temps forts de sa professionnalisation et de sa formation, avec une année riche d'enseignement pour sa professionnalisation. La découverte d'une pédagogie particulière, c'est celle de Freinet, en lien avec ses aspirations professionnelles, et le début d'une carrière en formation continue avec des perspectives d'évolution. Donc, il nous rappelle son contexte d'école, son contexte de classe, je vais assez rapidement. C'est pour juste vous illustrer. Conjuguer formation et mise en pratique, là, on voit bien que l'étudiant, il est en réflexion, il est en action, il participe, par exemple, aux échanges quand on est en cours d'analyse de la pratique, essayer de prendre du recul, expérimenter, faire des lectures, co-construire, donc collaborer avec les autres, échanger, s'engager dans une démarche personnelle de développement, se questionner, analyser sa pratique, transformer les conseils qu'on lui donne, justement les points de vigilance, en points d'appui. Là, cet étudiant s'était intéressé au principe de la pédagogie Freinet, et vous voyez, donc là, c'est donc un appui sur un cadre théorique qui va lui permettre de fabriquer ses propres outils, donc là, adapter son emploi du temps pour ses CE1 à l'aide de la pédagogie Freinet. Il avait travaillé aussi sur un autre axe qui était le travail individualisé. Qu'est-ce que c'est? Avec donc des dispositifs précis. À quoi ça sert? On voit à l'aide de ces traces des élèves qui se sont engagés dans l'autonomie, avec de l'autocorrection, mais aussi l'évaluation par pair, entre pairs, des situations d'apprentissage orientées vers la vie. Donc là, ils sont en train de se par rapport à la croissance, à la taille. Donc, cet étudiant avait proposé aussi de montrer son positionnement par rapport à ses compétences, celles qui semblaient déjà bien assemblées, et puis d'autres qui viennent se greffer et où il a encore des progrès à faire. Et bien sûr aussi se projeter juste après la formation et montrer qu'il y a des choses encore à mettre en place. Voilà, donc en 40 minutes à peu près, j'ai fait le tour de la formation. Je vous remercie pour votre écoute et je prends vos questions si vous en avez. Vous pouvez soit écrire dans la barre de discussion, soit si ça passe bien, vous pouvez mettre votre micro et puis prendre la parole. Je vous écoute. Et je vous invite aussi aux journées populaires pour venir nous rencontrer. Vous n'avez peut-être pas beaucoup de questions. J'espère qu'on aura le diaporama assez vite si vous voulez relire certaines choses. Je vais essayer de répondre. Bonsoir. Alors, je vais répéter la question. Bonsoir. L'étudiant doit donc valider un mémoire, des stages, le concours et le master en 2 ans. Oui, c'est bien ça.
Il y a la partie recherche, on en a parlé, les stages aussi qui vont être validés sous forme comment dire, de compétences positionnées sur les paliers par les MAT par exemple, mais aussi par les comptes rendus en analyse de la pratique qui vont être basés sur ce que vous produisez ou ce que vous voyez en stage. Le concours bien sûr en M2 et donc le master en 2 ans. Pour vraiment être finalisé et pouvoir exercer, il va falloir avoir le master au bout de 2 ans avec le concours. Ça va pour Isabelle, j'ai répondu. Léa, est-ce possible d'avoir votre adresse mail pour vous recontacter? Alors, je reviens sur le diaporama. Sur le diaporama, je vais vous la réindiquer. Je l'ai mise ici. Anne Quentin, vous la voyez, @unicorn. Alors Léa, pour intégrer l'INSPE de Caen, il faut donc passer un examen centré sur les domaines des mathématiques. Oui, c'est un QCM qui va nous permettre en fin de compte, de ne pas faire miroiter à certaines personnes un accès au master, alors qu'au concours, on sait qu'ils vont échouer à cause des mathématiques. Donc, notre premier, parce que d'après l'OCDE et toutes les évaluations nationales, on sait qu'il faut mettre le point fort sur les fondamentaux. Et c'est un choix de notre part pour cette année. Voilà, le QCM de mathématiques demande quel niveau? Alors, niveau collège, niveau jusqu'à la seconde, pour les mathématiques. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour Camille. Avec la nouvelle plateforme, un vœu en master de psychologie et un en master MEF correspond à un vœu, à un unique vœu ou à 2 vœux? Là, ça va correspondre à 2 vœux parce que là, vous vous orientez vers 2 sortes de master. D'accord? Ça sera 2 vœux. Et au sein du master MEF, vous pouvez faire plusieurs vœux. Vous avez vu que c'est énorme, c'est 15 en classique plus 15 en alternance. Il ne s'agit pas de la même mention. Oui, tout à fait. Oui, donc ça va compter pour 2 vœux différents. Bonsoir, quelle est la différence entre la plateforme e-candidat et la plateforme Mon Master? On a un abandon par rapport à e-candidat, donc vous allez, c'est la nouveauté de cette année, vous allez aller sur Mon Master. Cet examen de mathématiques est-il également du programme de lycée? Non, je ne pense pas que ça aille jusqu'au lycée. La maîtrise, je ne suis pas didacticienne des mathématiques, mais non, je pense que ça s'arrête à la seconde. Quelle est la différence entre un vœu en alternance et un autre vœu? Oui, les masters classiques, c'est, comment dire, vous n'avez pas un contrat avec avec un professionnel, alors que l'alternance, oui. Bon, nous, c'est un peu particulier parce qu'on a des stages. Mais c'est à peu près la seule différence que je vois. Je ne suis pas très claire. Hein. Il faudrait peut-être creuser ces 2 choses-là. Bonsoir, aura-t-on un exemple de sujet pour préparer l'examen de mathématiques? Alors, disons que le problème, c'est que vous n'allez pas forcément avoir, c'est pour Enora que je réponds, vous n'allez pas forcément avoir l'accès à Unican, on ne va pas forcément déposer des tests. Là, je vous demande plutôt de vous référer au guide qui prépare au CRPE, par exemple. Mais c'est vrai qu'en termes d'entraînement, on n'a pas pensé en amont, je le note cette question-là, on n'a pas pensé vraiment à déposer en amont un ou 2 types de tests possibles. Merci pour cette question. Le master dispose-t-il d'un cadre en alternance complet du S1 au S4? Le master, est-ce que vous pouvez préciser la question?
Parce qu'on a des stages intégrés donc, qui vont du S1 jusqu'au S3. En S4, il n'y a plus de stage parce qu'on est proche du concours. Donc, on libère les étudiants du stage. Alors, du coup, on est considéré comme normal ou non alternance. Je pense que vous êtes considéré comme master. Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'à cause des stages, on est plutôt en alternance. On a une formation qui est mise à l'INSPE et mise à demi avec l'éducation nationale et en contrat. Il faudra vérifier. Je suis désolée, là, je ne peux pas répondre vraiment précisément. Yuna, actuellement en Erasmus à l'étranger, savez-vous environ la date de l'examen de mathématiques? Non, pareil. On n'a pas, c'est la seule information. Je sais que c'est un QCM d'1 heure en présentiel. Il ne se fera pas à distance. Et la date, de toute façon, je vais la connaître assez vite. Et dès je vous ai dit la date du 22 mars, sur le site de l'INSPE, sur l'Unicamp, vous retrouverez cette date, bien sûr. D'accord. Est-il intéressant de mettre dans notre lettre de motivation notre expérience personnelle, même s'il ne s'agit pas de stage avec convention? Oui, essayez de bien insister sur déjà toutes les racines que vous avez pu prendre en lien avec le contexte de l'éducation, le champ de l'éducation. Donc, même s'il ne s'agit pas de stage avec convention, vous pouvez notifier vos expériences. Bien sûr, c'est bienvenu. Quel emploi du temps en tant qu'étudiant en MEF? Combien d'heures de cours par jour cela représente-t-il environ? Alors, le volume de la maquette, c'est 800 heures pour M1, M2. Donc, vous divisez en deux, ça fait à peu près 400 heures à l'année. Donc, c'est quand même assez chargé, surtout qu'il y a l'alternance, il y a les journées en classe qui sont quand même assez... vous travaillez avec les maîtres d'accueil en amont, ça fait quand même un emploi du temps assez chargé. J'espère que je vous réponds bien. Combien d'heures de cours par jour? Alors, par jour, quand vous êtes à l'INSPE, ça peut être 6 heures, 8 heures. C'est quand même des grands blocs de cours. Pour les élèves, alors plutôt les étudiants actuellement en Erasmus, comment cela se passe pour le test de mathématiques en présentiel? Mais aussi dans le cas d'une potentielle acceptation au master, puisque dans mon cas, je serai en période d'examen entre mai et juin. Je ne pourrai donc pas fournir toutes les notes de mon 6e semestre avant les délais indiqués. Là, on est contraint. Vous donnerez les notes que vous avez. C'est certain qu'il nous manquera peut-être certaines notes pour la fin de votre étude. D'accord? Au niveau du choix de la localisation de l'établissement du master, peut-on classer ses vœux selon ses souhaits de localisation? Cela a-t-il un impact sur notre placement dans la liste? Alors, on a une étude en ce moment sur, une seule entrée, c'est-à-dire que on a deux choix, en fin de compte, de vous demander 3 vœux directement, ou alors on vous demande un seul vœu INSPE de Caen et ensuite des affectations. Et nous pilotons, enfin nous organisons les affectations. Il semblerait que là, nous allons plutôt garder une entrée sur 3 vœux différents. Donc, si vous avez votre premier vœu, ça permet à la personne d'avoir votre deuxième, etc. D'accord? Donc, vous pourrez faire plutôt 3 vœux directs avec les sites qu'on vous propose, Caen, Saint-Lô et Alençon. Et aussi, ce que je voulais vous préciser, c'est que tous vos vœux ne sont pas à ordonner ou faire une hiérarchie. Ça n'aura pas d'impact, vos 15 vœux ou vos 30 vœux. Si nous ne pouvons pas faire le QCM, nous sommes d'emblée pas pris. Ah, merci pour cette question, bonne question.
Oui, on va dire que c'est un caractère obligatoire, puisque ce sera à fournir dans le dossier. D'accord. Donc, c'est vrai que ça, là, vous allez vous connecter sur d'autres INSPE. Donc, il faut, d'ailleurs, au niveau national, on aurait eu besoin de, comment dire, entre guillemets, de se coordonner parce que les recrutements vont être divers et vous devez noter les dates et aussi vous déplacer. Certains vont proposer quelque chose à distance, mais ils ne contrôlent pas l'identité. Donc, nous, on ne souhaitait pas ça pour l'INSPE de Caen. D'accord. Donc, oui, il faut se déplacer. Est-ce qu'une expérience dans l'animation, je prends la question de Blandine maintenant, est-ce qu'une expérience dans l'animation en centre de loisirs est un plus dans la lettre de motivation? Oui. Oui, vous pouvez le mettre parce que c'est déjà... Alors, l'animation, c'est un autre programme que l'éducation. Mais en tout cas, vous pouvez le mettre parce que c'est déjà un contact avec les enfants. Au niveau de la psychologie de l'enfant, vous apprenez beaucoup de choses. Et si vous avez le BAFA, par exemple, il faut le mettre. C'est un diplôme qui est reconnu, qui va être important dans votre lettre. Pour la formulation des vœux, est-ce que si l'on candidate à Caen, à Saint-Lô et à Alençon, cela compte pour un seul vœu ou cela compte pour 3 vœux? Pauline, pour l'instant, on va partir sur plutôt 3 vœux différents. Mais ça va être à vous confirmer, d'accord? C'est le seul, parce que là, on fait notre webinaire en janvier et on va vers le 27 janvier avoir la réponse, d'accord? Mais on irait plus sur 3 vœux différents. Est-ce possible d'intégrer directement le M2 si nous avons déjà un M1 validé autre que MEF? Alors, autre que MEF, c'est embêtant. On peut regarder s'il y a des équivalences, mais ça risque d'être compliqué. Il faut regarder au cas par cas. Comment cela se passe précisément pour les affectations de poste une fois le concours réussi? J'ai envie de dire que cela avait changé. Comment ça précisément pour les affectations de poste une fois le concours réussi? Alors, une fois que le concours réussit, vous basculez dans l'éducation nationale. Donc, c'est eux qui vont gérer vos vœux. Donc, ça, je peux pas vous donner de précision. Est-ce qu'il est possible de récupérer la présentation du master? Vous voulez parler de mon diaporama, là, Célia? Oui, j'espère que comme ils ont demandé un enregistrement, j'espère que l'enregistrement concomitant avec le diaporama vous sera disponible. Moi, je le transmettrai en tout cas. D'accord? Quels sont les critères les plus valorisants pour être recruté? Alors, on a parlé tout à l'heure des expériences en contexte de l'éducation auprès des enfants. Ça, c'est valorisant. L'approche, si vous avez déjà, comment dirais-je, des compétences sur les champs disciplinaires, les didactiques, si vous avez déjà lu certaines choses, ça peut permettre d'être valorisant. Tout ce qui est aussi expérience professionnelle qui accompagne soit les devoirs le soir, soit certaines associations auprès des, je pense aux petits débrouillards, enfin toutes les associations qui vont valoriser l'apprentissage des enfants. Ça, c'est valorisant. Voilà, donc tout ça, ça va être dans votre lettre de motivation et dans les critères, c'est aussi vos résultats de licence. Pour vous donner une idée, j'avais noté ça, en 2021, on a exclu 90 dossiers qui étaient trop faibles. Donc sur 1035 demandes, on a exclu 90 dossiers où c'était trop faible pour le niveau licence. On en a gardé 945. Sur les 945, il y en a eu 200 de garder et les 700 après étaient en liste complémentaire. Est-ce que Camille, j'ai répondu aux critères? Donc le diaporama, d'accord. Il n'y a pas de sélection entre le M1 et le M2. Non, il faut tout ce qui est proposé en M1, il faut le valider avec le palier 2, d'accord. Et en M2 aussi. Seulement une sélection d'entrée en M1 avec le QCM de maths.
Attention, le QCM de maths, c'est... oui, il n'est pas vraiment... On n'a pas envie de parler de sélection. Hein. C'est une aide dans le dossier, c'est une pièce qu'on va ramener dans le dossier et qui nous permettra, on va mettre un seuil éliminatoire. Mais en tout cas, c'est pour ça que si vous vous présentez, je ne sais pas si vous sentez qu'en mathématiques, c'est trop juste. Bien sûr, de toute façon, même pour ce métier-là, il ne faut pas s'engager. Est-ce qu'un résumé des ouvrages lus doit être mis dans les lettres de motivation, bien sûr en lien avec l'éducation, comme Gaston Malavé? Oui, bah oui, parce que si vous citez des auteurs, ça ne veut pas dire que dans toutes vos lettres de motivation, on aura des auteurs, mais si vous avez une approche avec déjà des lectures ou un travail fait, bah, je pense aussi à ceux qui ont fait licence de l'éducation, ils ont déjà un parcours bien avancé avec des connaissances, bien sûr, vous les mettez en avant. Oui, très bien. Est-ce possible d'intégrer le master MEF sans avoir de licence sciences de l'éducation? Oui, c'est possible. Par exemple, une licence... oui, bien sûr. Excusez-moi. Bien sûr, c'est encore très ouvert, donc on ne va pas accueillir que les licences sciences de l'éducation. Donc, si vous avez fait une licence en sciences, en lettres, en philosophie, vous pouvez bien sûr intégrer le master MEF. Ça va pour Célia? Acceptez-vous une licence étrangère de l'Université du Maroc? Est-ce que c'est possible d'intégrer directement le M2? Par contre, non, car je voudrais être professeur d'anglais. Ouais, dans ce cas, Nawal, vous n'êtes pas peut-être vraiment sur le bon master. Ici, on est vraiment pour l'enseignement du premier degré en France. Donc, la licence étrangère, on peut intégrer un master, mais je pense que là, il n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas en adéquation avec votre souhait d'être professeur d'anglais. Il faudrait mieux se connecter j'allais dire au MOOC, mais au webinaire qui concerne l'enseignement le second degré pour les langues. Essayez de repérer la date. Il me semble que c'est le 17, ça doit être demain. Doit-on faire une bibliographie du coup? Oui, j'ai fait une licence de sciences de l'éducation. C'est vrai que dans les lettres de motivation l'année dernière, j'en ai pas vu. De bibliographie carrément, c'est peut-être aller un peu trop loin, mais c'est plutôt citer 2-3 auteurs qui sont peut-être marquants pour vous et que vous avez étudié. D'accord. Une question souvent posée par les étudiants, quelle est la meilleure licence pour être professeur des écoles? Ça, c'est difficile. C'est difficile parce que vraiment, si vous voulez, le stéréotype, c'est quand même l'enseignant qui est plutôt littéraire. Moi, j'ai vu ça avec des carences en mathématiques. Donc, il faut quand même être bien sur les fondamentaux. Donc lettres et mathématiques. En plus, vous savez que quand on se spécialise, souvent, on n'a pas les deux, ce qui est un petit peu dommage en France. Et ça, dès le lycée. Donc, il n'y a pas de réponse à cette question. Il faut avoir... une dominante importante littérature, mathématiques, et aussi être bon un petit peu en tout, être intéressé par tout. Je crois que c'est ce qui qualifie un petit peu nos étudiants. Quels sont les coûts de scolarité? Ouh là là, bonne question. Là, il faut plutôt vous regarder je ne vais pas vous mettre regardez le service scolarité et vous envoyez la question au service scolarité de l'INSPE, d'accord, pour les coûts. Je n'ai pas ça en tête, une inscription en fac, en M1, ça doit être comme votre licence. Hein. Avez-vous une date pour la journée porte ouverte? Oui, je vous les ai mises. Je vais reprendre le diaporama. Les portes ouvertes. Là où j'ai mis les sites. Les dates, voilà. 28 janvier sur Alençon-Saint-Lô et 4 février sur Caen. Lors des portes ouvertes, aurons-nous des étudiants à disposition? Bonne question. Je pense qu'il y en aura des présents.
Oui. Et il y aura surtout les professionnels qui vous accueillent. Ouais. Est-ce qu'une passerelle est possible entre le Master MEF et le Master Unicamp Médiation Scientifique? Médiation, Sciences et Sociétés. Oui, vous pouvez candidater. Après, il faut voir, Marina, si vous l'avez validé, ce Master Unicamp Médiation Scientifique? Ou vous êtes en M1 Médiation, Sciences et Sociétés. Vous pouvez basculer d'un master à un autre. Hein. Voilà, il me faudrait peut-être plus de précision. Non, j'hésite justement entre les deux. Je suis en L3. Ah oui, d'accord. Ah bah, faut candidater aux deux, quoi. Moi, je vous conseille. Oui. Mais il n'y a pas vraiment de passerelle, quoi. Il y a des passerelles, vous avez vu, je vous l'ai dit, au niveau du Master MEF, puisqu'il y a différents parcours. Voilà. Ouais. Il est donc 19 h. Est-ce qu'on a d'autres... est-ce que pour les 20 personnes présentes là ce soir, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Il y a certaines, vous avez vu que je suis un petit peu embêtée pour vous répondre. Donc, il faudra se renseigner, puis peut-être venir aux portes ouvertes. Je suis désolée, c'est la première année que je suis responsable. Comment pourrons-nous récupérer l'enregistrement de ce webinaire? Vous allez suivre vos mails. Vous en avez déjà eu par Grégory Simon. Là, comment vous avez eu ces webinaires? Par quel biais? Je pense que par ce même biais, vous allez avoir tous les dépôts, des diaporamas et des enregistrements pour ces présentations. Plus de questions pour moi. Merci à vous pour cette conférence. De rien, Léa, en espérant que vous allez candidater et que vous serez donc recruté. Merci à vous. Alors, Marina, par le service communication Unicamp. Oui, par ce même service, vous aurez sans doute même tous les masters où on va déposer nos interventions. Donc, ça vous donne un petit avant-goût et n'hésitez pas, si vous êtes disponible, bien sûr, pour le samedi 4 février, à venir nous rencontrer à l'INSPE de Caen. Et sur les sites aussi d'Alençon, Saint-Lô, c'est la même journée, donc ça sera plus délicat, mais normalement, on a une équité de la formation sur les 3 sites. Voilà. Je vous propose, si vous avez peut-être d'autres questions ou une dernière question, et puis je vous libère. Savez-vous sur quel site le QCM se fera? Il n'y a pas de zère. Alors, ce sera je pense que ce sera sur le site de Caen, en présentiel. Probablement l'université de Caen, la galerie vitrée, où les gens viendront là. Alors, pour Léa, oui, le site le plus grand, c'est Caen, avec une centaine d'étudiants en M1 pour le recrutement et 50 à Alençon, 50 à Saint-Lô. Quelqu'un est encore en train d'écrire. Concernant les admissions, toutes les licences ont-elles des taux ou toutes les des taux ou toutes les admissions, peu importe les licences effectuées, comptent des auditions redites, une capacité à conférence complète? Je relis votre question. Concernant les admissions, toutes les licences ont-elles des taux? Toutes les admissions effectuées comptent.
Je n'ai pas les proportions des licences qui sont vos origines d'accepter. Je pense que c'est... Il y a une égalité des chances pour toutes les licences, vous voyez. On ne va pas faire une sélection et on ne va pas non plus regarder la proportion. Si vous avez une licence de mathématiques, vous avez des bonnes notes à cette licence, votre lettre de motivation, elle montre que vous êtes déjà un pied dans ce métier où on vous recrutera. Et si vous avez une licence de littérature, ce sera la même chose. D'accord? Par exemple, je suis en licence, oui. Ce sera global. Ouais. On n'a pas de quota en fonction des licences. Au sein de la lettre de motivation, il faut donc mettre ses noms plus ses aptitudes, ou y a-t-il autre chose à mettre? Ses expériences, ses aptitudes. Non, je vois pas. Je vois pas d'autres points. C'est surtout ça, les expériences professionnelles, les aptitudes, les spécificités dans vos lectures, dans votre engagement, surtout auprès des élèves, quoi. Auprès d'un domaine qui touche à l'éducation. Parce que tout le monde, c'est pas facile d'avoir des stages avec convention dans les établissements. Tout le monde ne peut pas aller dans les établissements. Donc tout ce qui est annexe et qui touche à l'éducation va permettre de valoriser votre candidature. Essayez aussi d'attacher beaucoup de rigueur sur la forme de votre lettre de motivation, et ainsi qu'à l'écriture, puisqu'on transforme cette lettre en codage. L'année dernière, on avait mis donc sur, je ne sais plus sur combien de points, et ça nous donnait des points. Ça, c'est important, la façon dont vous allez écrire. Et si vous faites plein de fautes, déjà, vous n'aurez pas de points sur cette lettre. Alors, la différence entre lettre de motivation et CV, alors simplement la forme. C'est vrai que le CV, il est beaucoup plus par termes de compétences acquises, d'expérience. La motivation, c'est quand même une lettre, donc c'est rédigé. Donc, évidemment, par le français, on va aussi, d'une certaine façon, vous évaluer. C'est la différence majeure. La lettre, c'est quelque chose de rédigé. Et la langue, on le sait, puisque vous allez être aussi des futurs professeurs au niveau de la maîtrise de la langue. Voilà, s'il y a trop de fautes, c'est pas possible. Doit-on spécifier notre spécialité au sein de nos licences? Ça, on verra par les noms. Enfin, dans votre lettre de motivation, vous allez commencer par vous présenter et nous dire ça. Mais sinon, on aura en PDF, on aura vos résultats. On sait précisément votre licence et ce que vous avez fait comme spécialité. Concernant les lettres de recommandation, comment les mettre en valeur? Oui, les lettres de motivation, comment les mettre en valeur? Déjà, une lettre de motivation, il y a une construction, une structuration, une architecture. Donc ça, je ne vais pas vous donner des conseils, on le fait à partir de la 3e. Donc, veillez à que ce soit structuré, ça ne part pas dans tous les sens, que ce soit bien écrit et que ce soit aussi significatif. C'est porteur de sens, chaque phrase doit être pesée. Je ne sais pas si ça vous... nom de recommandation, si un organisme nous recommande au sein de votre master. Ah oui, alors pardon pour... D'accord, j'avais compris simplement motivation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette lettre de recommandation? Si un organisme
nous recommande au sein de votre master. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est une lettre à l'appui par rapport à un organisme. C'est ça? Comme une appréciation valorisante. Je ne sais pas si vous pouvez le mettre en pièce jointe. Je pense que c'est plutôt quelque chose à mettre dans la lettre de motivation. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce utile? Nous avions cette opportunité en terminale. Je ne vois pas trop, Léa, sur quoi vous vous raccrochez. Est-ce utile? Nous avons cette opportunité en terminale. L'utilité de quoi? Du moins, est-ce un plus pour les lettres de recommandation? Je pense que c'est un plus pour les personnes qui sont plutôt en reconversion, qui veulent s'engager vers un master M1, qui aurait une équivalence avec la validation des acquis. Et en effet, peut-être que les précédents, le travail que vous souhaitez quitter finalement, s'il peut être valorisé par une recommandation, voilà, là c'est vrai que ça pourrait être utile. Je pense plus pour les étudiants qui sont dans une situation de reconversion, vous voyez, mais sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Ça peut être déjà des évaluations sur la position éthique dans votre précédent métier qui nous conforteraient à... vous allez poursuivre même si vous devenez professeur des écoles, vous voyez, dans la dimension éthique par exemple. Mais ce serait plus à intégrer pour moi dans la lettre de motivation. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Non, merci pour toutes vos réponses. Oui, j'ai essayé d'être claire, mais il y en a quelques-unes quand même où je suis peut-être pas assez précise. En espérant que ça vous convienne. Est-ce que vous souhaitez qu'on en termine là ou est-ce que vous avez encore des remarques ou des questions? Pas d'autres questions. Donc, on va peut-être clore ce webinaire. Voilà, je vous remercie de vous être connectés ce soir et en espérant vous retrouver bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vais donc pouvoir arrêter l'enregistrement. Merci à vous tous pour votre écoute et pour vos questions.